Avant de commencer ce webinaire, en fait, je vais juste faire une présentation du cluster Energaia, puisque le cluster Energaia organise conjointement avec le CEATech ce webinaire, et c'est de présenter nos activités. Alors, le cluster Energaia, en fait, développe une stratégie autour de la ville autonome en énergie, et est soutenue par nos 5 membres fondateurs que vous voyez sur l'écran, le CHU d'Amiens-Picardie, la ville d'Amiens, la métropole d'Amiens, la CCI Amiens-Picardie et l'université de Picardie-Jules Verne. Le cluster Energaia dépend d'une association appelée Amiens Cluster. Et cette association a été créée par ces 5 membres fondateurs que je viens de citer en avril 2017. Le but du cluster, c'est donc une plateforme collaborative qui travaille dans le domaine de l'innovation et qui a pour but de créer de la valeur par la synergie entre les écosystèmes de la recherche, la formation, l'entrepreneuriat et l'entreprise. Et nous disposons d'un outil au sein du cluster Energaia intitulé, c'est un incubateur accélérateur qui est labellisé Parc d'innovation et qui participe, qui œuvre à l'aide à la création d'entreprises de porteurs de projets innovants. Le cluster Energaia s'articule autour d'une vision, puisque la ville d'Amiens et Amiens Métropole se fixent un objectif d'être la première ville au monde dans la tranche de 150 000 200 000 habitants à être la ville autonome en énergie d'ici 2050. Et pour cela, la ville d'Amiens et même le cluster Energaia ne travaillent pas seuls, puisque le cluster a pour but de s'appuyer sur les activités des laboratoires publics, mais aussi de l'écosystème privé local, pour essayer justement de susciter un intérêt et de développer des projets innovants concernant principalement les thématiques énergie. On a donc une vision, on a aussi une stratégie. La stratégie, c'est donc à terme, en 2050, de réduire la consommation en énergie de 62% sur le territoire d'Amiens Métropole et de multiplier par 7 la production d'énergie renouvelable sur ce même territoire. Et donc cette stratégie a bien une impulsion, j'allais dire, qui est vraiment entérinée par le conseil municipal et la ville d'Amiens, de la ville d'Amiens et le conseil d'Amiens Métropole qui ont voté donc cette différente stratégie et qui a donc bien un appui politique et territorial de cette dynamique. Pour comprendre de quoi il s'agit, cette stratégie s'articule autour d'une chaîne de valeur et les technologies clés que nous essayons justement de mettre en valeur et d'essayer dans chaque maillon de cette chaîne de valeur de susciter, de développer des projets innovants de manière collaborative. On s'intéresse donc dans un premier temps à tout ce qui concerne la production des énergies renouvelables. Donc cela concerne le solaire, les éoliennes urbaines, la chaleur fatale, la géothermie. On s'intéresse aussi au stockage de l'énergie, où là, Amiens, justement, ambitionne et accueille un réseau de chercheurs au niveau européen et international sur le stockage électrochimique, donc des batteries. On s'intéresse à l'optimisation énergétique. Cela concerne les smart grids, l'intelligence artificielle, tout ce qui est simulation, modélisation. Les bâtiments durables, où là, évidemment, on a un énorme terrain d'expérimentation concernant la rénovation énergétique des bâtiments, puisqu'on a tout un parc immobilier, que ce soit public ou privé, à rénover. On s'intéresse à la mobilité propre, à la mobilité, que ce soit les bus électriques. Amiens dispose d'un réseau de bus électriques sur le territoire, mais aussi à tout ce qui est ce qu'on appelle mobilité propre, ce qu'on utilise d'autres systèmes de déplacement qui sont décarbonés. Et enfin, ce qu'on a appelé l'implication citoyenne concerne justement les nouveaux modèles économiques pour voir comment on peut financer par l'implication citoyenne les différents projets, soit de production ENR ou par exemple de rénovation énergétique. Voilà dans les grandes lignes les sujets sur lesquels nous nous intéressons. Autour de cela, le cluster Energaia a développé un programme opérationnel. C'est un peu le but en fait, de ce webinaire, c'est de susciter l'intérêt des personnes qui souhaitent venir au cluster Energaia et participer au groupe de travail que nous mettons en place. L'objectif d'un groupe de travail, c'est d'identifier un projet collaboratif. Donc, pour cela, nous réunissons des partenaires et des financeurs pour justement chercher un applicatif.
C'est-à-dire que le groupe de travail va s'intéresser, par exemple, s'il souhaite rénover un bâtiment, s'il souhaite développer un prototype innovant dans le domaine de la production des énergies renouvelables, propose ce prototype à un groupe de travail pour travailler de manière collaborative sur ce sujet. Et une fois que cet aspect est bien identifié par les acteurs de ce groupe de travail, on pourra basculer, vous voyez sur la droite de la slide, en groupe projet. C'est-à-dire que là, en groupe projet, ce sont des personnes intéressées qui continuent sur ce projet innovant. Et dans ces cas-là, on entre plus dans le détail sur le montage et le développement de ce projet. Nous avons développé aussi au sein du cluster Energaia un appel à projets innovants qui s'est terminé il y a le mois dernier. Et l'idée, c'est justement de trouver des projets innovants et de travailler avec des entreprises qui vont financer ce projet et l'intégrer à leur propre démonstrateur. Enfin, nous allons bientôt organiser la deuxième édition du colloque Amiens Énergie Summit le 26 novembre 2021 pour justement présenter toutes ces technologies innovantes, ces startups qui travaillent dans le domaine de la ville autonome en énergie. Et voilà, ce sera l'occasion d'être un forum de discussion où toutes les personnes intéressées par ce sujet pourront se croiser. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions, à les poser sur le volet de discussion. Je vais laisser la parole à Emeline Deveau qui vous présentera le CEATech. Bonjour à tous, donc je suis Emeline Deveau, responsable des partenariats industriels au sein du CEATech et particulièrement à l'antenne de la région Hauts-de-France. Avant de passer la parole à Emmanuel Véran, qui est situé dans un institut particulier qui est lié aux thématiques qui nous réunissent aujourd'hui, je vais vous présenter qui est le CEA et qui est le CEATech. Donc, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On est vraiment un organisme de recherche. Il y a 4 grandes divisions au CEA. Les 2 premières sont la DAM, qui est centrée sur la sécurité et la défense, et la DEN, l'énergie nucléaire. Donc, ces 2 grands piliers, on les connaît, c'est lié à l'impulsion générale de Gaulle pour l'indépendance de la France dans les 2 domaines. On a un 3e pilier qui est vraiment notre socle, finalement, qui est lié à la recherche fondamentale, qui alimente d'ailleurs 2 autres entités en toute idée technologique. Et la thématique, en tout cas le pilier qui nous réunit aujourd'hui, c'est le CEATech, Tech pour technologie, qui est vraiment l'Institut de transfert technologique. La mission du CEATech, c'est vraiment d'apporter donc des solutions d'innovation par la technologie aux entreprises de tous les territoires. Et j'ajouterai également de toute taille, start-up, PME, PMI, ETI et grands groupes. On est l'un des organismes les plus innovants. On est classé premier en termes européens, 3e mondial. Et là, les chiffres sont sortis. En 2019, en termes français, nous sommes au top 4, les 4e, derrière PSA, Valeo et Safran. À présent, je vais vous montrer vraiment, finalement, où on accompagne. Et pour cela, je vais vous présenter de match pour vraiment vous présenter où est-ce qu'on peut vous accompagner. Donc là, vous voyez cette échelle. Niveau 1, on a une idée, on a une recherche fondamentale. Niveau 9, on est vraiment sur un produit industrialisable, donc finalement des solutions qui existent sur le marché. Actuellement, vous voyez une courbe. Et là, vous voyez finalement, à un moment donné, où elles ne se rejoignent pas. C'est ce que les anglo-saxons appellent la vallée de la mort, où finalement, il arrive qu'on ait des idées. Et au niveau de la maturité, au final, malheureusement, elles peuvent... parce qu'on n'a pas trouvé finalement les bons accompagnements pour la faire maturer et passer le cap du TRL7 pour finalement aller vers l'industrialisation. C'est là, au niveau de ce creux, que nous, CEATech, on va intervenir. On a un accélérateur d'innovation et on vous permet de faire maturer les idées. Finalement, vous avez une idée, vous souhaitez innover, vous ne savez pas comment le faire et les solutions finalement qui existent sur le marché ne répondent pas à votre problématique. Eh bien, nous, donc, de faire maturer l'idée, de passer à un cap d'étude de faisabilité, puis de démonstrateur, prototype, et vous accompagner vers l'industrialisation en cherchant les bons partenaires. Pour cela, on s'appuie sur 3 grands centres de recherche. Le LETI, tout ce qui est nano, microélectronique, le LITEN, énergie renouvelable et nanomatériaux, et le LIST, tout ce qui est solutions du numérique. Pour vous donner quand même quelques chiffres, le CEA, on est 16 000 personnes et le CEATech, on est 4 500.
Donc, c'est un peu difficile pour vous donner, vraiment une idée générale de toutes les expertises qu'on peut adresser dans ces 3 grands centres. L'idée là, je vais vous donner des mots-clés, mais, le but si, au-delà de la présentation que, on va vous faire aujourd'hui centrée sur l'énergie, vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Peut-être que d'autres, centres, en tout cas d'autres expertises peuvent répondre à vos besoins. Le LETI, donc on travaille par exemple notamment sur tout ce qui est objets, communicants et intelligents qu'on peut placer, dans un environnement complexe, dans une usine ou ailleurs, pour, permettre de récolter des informations, pour faire des maintenances prédictives. On parle notamment également de mécatronique, hem, sur tout ce qui est domaine santé, sur des dispositifs médicaux implantables, tout ce qui est système de vision, voilà. En règle générale, mais il y a encore pas mal d'autres domaines. Le LITEN, en quelques mots-clés, parce qu'on va l'aborder juste après, on parle des technologies du solaire, des nanomatériaux, en tout cas de la fonctionnalisation d'un matériau, de stockage de l'énergie via la batterie ou l'hydrogène, de la valorisation de nos déchets, de nos ressources. Et le LIS, tout ce qui est solutions du numérique. Donc on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, de contrôle non destructif, savoir contrôler une matière, mais sans la détruire. Voilà. Et système expert. De manière géographique, donc là actuellement vous voyez une carte. Le LITEN et le LETI sont situés à Grenoble et le LIS est situé à Saclay. Mais là vous voyez finalement qu'il y a d'autres points parce que, il ne faut pas oublier que c'est une mission étatique. Donc l'État s'est dit qu'au-delà des grands centres de recherche, il était important finalement d'avoir des relais locaux, au sein des différentes régions que vous voyez là, pour aller au plus proche des acteurs industriels. Donc nous avons eu, à partir de 2012, donc c'est quand même assez récent, les instituts de Cadarache, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Metz, Lille en 2016. Après Lille, nous avons eu Quimper. Également, vous voyez 2 nouveaux, antennes qui dépendent de d'autres centres, donc Montpellier qui dépend de Toulouse et Nice qui dépend de Cadarache. Donc ces antennes sont vraiment là, pour aller au plus proche de vous, des acteurs locaux des différentes, régions. Donc pour ma part, je suis située à Lille, dans les locaux d'Eura Technologies et on adresse toute la région des Hauts-de-France. Également, ces antennes, au-delà d'être, des relais, ils ont aussi pour vocation d'avoir des futures plateformes technologiques, et donc ces plateformes sont complémentaires à celles qui existent à Grenoble ou, à Saclay. À présent, pour les technologies qui vont, être expliquées juste après par Emmanuel, ils vont adresser donc le LITEN, mais particulièrement l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire qui fait partie du LITEN et qui est situé à Chambéry, à côté de Grenoble, et également des expertises qui sont actuellement présentes en région. C'est tout pour ma part. Je voulais être assez, claire, sur le CEA et qui on est. N'hésitez pas, après la présentation d'Emmanuel, de me faire part au cas où de vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc, merci Émile et Émilie. Donc je suis Emmanuelle Véran, je suis en charge des partenariats industriels pour le département des technologies du solaire au sein de l'Institut LITEN, comme vous l'a présenté Emeline, qui est dédié au développement de nouvelles énergies et matériaux. Et donc je suis basée à côté de Chambéry, au Bourget-du-Lac, où nous avons un site de 400 personnes. Et donc, mon rôle, hein, c'est vraiment un rôle d'aiguilleur du siège, c'est-à-dire par rapport à votre besoin exprimé, eh bien, de vous faire rencontrer le bon laboratoire et de faire en sorte que le projet de collaboration décolle et puis bien sûr aboutisse vers des transferts technologiques. Vous verrez quelques exemples lors de la présentation. Et puis bien sûr, nous sommes tout à fait ouverts, comme l'expliquait Emeline tout à l'heure, à en discuter. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter les nouvelles avancées, quelques nouvelles avancées technologiques, et je ne serai bien sûr pas exhaustive, en lien avec l'intégration des énergies renouvelables par les industries, hein, pour les villes et territoires autonomes en énergie. Émilie vous a présenté effectivement toute la démarche qui sont réalisées pour Amiens et il y en a beaucoup d'autres. Et bien sûr, beaucoup de challenges à adresser. Donc, je vous présenterai une petite part de contexte et de tendance, notamment en lien avec l'énergie solaire, et puis des exemples de réalisations qui sont réalisées autour du territoire.
Et puis, on refera un petit tour sur les activités du CEA Liten et bien sûr, l'idée sera de répondre à vos questions. Donc, la crise que nous venons tous de subir et puis les échos qu'on entend récemment mettent vraiment en exergue la nécessité de la transition énergétique, l'arrivée de l'électrification sur un certain nombre de domaines. Et bien sûr, ces enjeux sont en France traités par la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous pousse bien sûr à réduire la consommation finale d'énergie d'une part, mais aussi d'augmenter la capacité de production d'électricité renouvelable installée, qui doit notamment doubler en 2028 par rapport à 2017 pour passer à une capacité supérieure à 100 gigawatts. Donc ça, c'est évidemment une révolution que nous vivons tous et qui est bien sûr nécessaire et qui amène un certain nombre de problématiques dont on parlera tout à l'heure. L'une d'elles étant évidemment que l'on doit maintenant combiner un certain nombre de réseaux, à la fois électriques, chaleur et autres. Et là aussi, une complexité qui est aussi une opportunité pour développer de nouvelles technologies et aussi faire émerger de nouveaux acteurs. Et puis, on l'a aussi tous vu, voilà, avec la digitalisation nécessaire aussi de notre environnement, surtout dans les situations dans lesquelles nous venons de vivre, pardon. Entraîne des changements d'usage et en lien bien sûr aussi avec l'arrivée de l'Internet des objets. Un autre point, c'est évidemment l'aspect bâtiment. Si on parle de ville autonome, il y a un enjeu aussi autour du bâtiment qui reste le premier poste de consommation en France et avec 44% de l'énergie consommée par rapport à la partie transport dont on entend aussi beaucoup parler évidemment avec l'électrification. D'ailleurs, des liens possibles entre le stockage d'une batterie de véhicule combiné avec un confort énergétique que l'on peut voir dans l'habitat. Bien sûr, les industries qui ont aussi une part importante et là aussi des enjeux en termes d'intégration de renouvelables, notamment en couplé avec la production, mais aussi avec des réseaux de chaleur. Et puis l'agriculture avec le développement aussi de l'agrivoltaïsme, là aussi des opportunités à voir. Et on en parlait pour la notion de confort, le chauffage qui est 65% de l'énergie finale consommée dans les résidences principales, et avec aussi globalement le réchauffement climatique, l'arrivée de la climatisation. Donc toutes ces notions de confort thermique entraînent aussi une révolution à adresser. Donc si on fait un petit focus sur le marché du photovoltaïque avec une tendance qui s'accélère, notamment par rapport à l'installation de la capacité solaire. Vous voyez ici les chiffres entre 2010, où on était à peu près à 41 gigawatts installés au niveau mondial, pour passer à plus de 600 gigawatts. Et évidemment, avec l'accompagnement de ce développement de capacité, on a eu une diminution des prix des systèmes, notamment des modules cristallins, donc qui vont passer effectivement ou qui ont vu une diminution par 10 de leur coût par rapport ce qu'on appelle le watt crête produit. Et puis aussi au niveau du prix complet moyen d'attribution à des appels d'offres à l'échelle mondiale, aussi une grosse diminution et qui d'ailleurs se poursuit depuis 2019. Et puis aussi un travail sur l'efficacité de ces systèmes, puisque la puissance moyenne d'un module de 72 cellules a été très largement augmentée. Donc, on a d'une part ce marché qui évolue et aussi une diversification des applications. Puisqu'effectivement, il y a des centrales photovoltaïques, d'ailleurs, dont la capacité augmente énormément au cours du temps, avec des méga fabs qui sont installés. Donc, on a d'une part, effectivement, cette tendance. Mais bien sûr, avec une contrainte, et notamment si on parle du territoire français, sur le foncier, qui impose, si on veut tenir les objectifs qui sont définis dans la PPE, et bien de pouvoir diversifier aussi le type d'installation et d'intégration de ces panneaux au niveau du bâtiment,
Donc on parle notamment de BIPV, donc l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment. Mais au-delà de ça, aussi le long des routes, voire intégré aux routes, le long des fleuves, des travaux aussi autour du ferroviaire, puisque ce sont des zones où on peut imaginer effectivement sur des grandes distances installer aussi des centrales photovoltaïques qui peuvent être linéaires par exemple. Et puis l'enjeu dont on parlait effectivement sur le résidentiel. Alors pour justement permettre d'accéder à ces nouvelles intégrations au CEA, mais bien sûr aussi partout dans le monde, sont développées des nouvelles solutions en lien avec des modules hors, on va dire, mainstream, donc hors des grandes tendances modules rectangulaires, pour pouvoir adresser des marchés plutôt de niche, mais aussi à haute valeur ajoutée, et qui permettent l'intégration de ces technologies photovoltaïques dans différents domaines. Vous avez ici sur le slide quelques exemples sur lesquels nous avons pu contribuer, notamment pour l'intégration sur des bâtiments avec des modules légers pour évidemment limiter l'impact sur la structure du bâtiment du panneau photovoltaïque, donc de modules légers d'une part. Une collaboration emblématique de notre institut avec Bubendorf pour le développement du volet solaire autonome, qui est une réussite, notamment pour la rénovation, parce qu'effectivement, le fait de pouvoir rénover, c'est aussi un gros enjeu lié au déploiement de ces technologies. Donc sans raccordement, avec facilité d'installation et de pose des systèmes est un enjeu important et que nous avons pu effectivement traiter avec cette collaboration de plusieurs années avec la société Bubendorf. Maintenant, on peut aussi avoir des modules de très haute performance pour des applications très spécifiques. Vous voyez ici typiquement un sujet qui a été traité pour un module ultra léger avec stratosphérique pour des aspects de télécommunication, pour des ballons stratosphériques. Et puis évidemment des applications maritimes avec le projet emblématique multi-énergie Énergie Observer. Et enfin, pour avoir aussi l'idée de fonctionnaliser des zones qui jusqu'ici ne produisaient pas d'énergie, typiquement des routes, donc des travaux qui ont été menés typiquement avec Colas ou Eurovia. Donc, une des tendances au niveau des panneaux, alors plutôt mainstream, est aussi l'arrivée de panneaux bifaciaux, c'est-à-dire dont les deux faces peuvent convertir l'énergie. Et donc, le CEA a été précurseur sur l'analyse en fait de ces panneaux en lien avec le développement de sa technologie hétérojonction qui est naturellement bifaciale. Et je vous ai indiqué ici un projet qui a été réalisé notamment avec nos partenaires Enel et Meyer Burger, un projet européen pour l'évaluation des performances de ces systèmes, pour voir le gain de bifacialité que l'on peut obtenir, puisque non seulement on récupère en face avant l'énergie solaire, mais aussi en face arrière. Et bien évidemment, suivant la structure que vous allez utiliser et le type de sol sur lequel va être installé ce panneau, vous allez avoir des performances plus ou moins différentes. Donc, comprendre ces phénomènes, quel type de terrain est le plus favorable, pouvoir les modéliser aussi au mieux pour mieux prédire, et on le verra tout à l'heure, cette prédiction est importante. La production d'énergie sont des enjeux très importants. Et donc, quantifier ces gains sur les modules et forcément imaginer des modèles économiques pour favoriser leur pénétration sur le marché sont vraiment les objectifs de ce projet-là. Et un exemple réalisé ici, effectivement, les panneaux bifaciaux sur des technologies plus standards commencent à se déployer. Donc, je le disais tout à l'heure, l'arrivée effectivement des énergies renouvelables dans le mix énergétique pose un certain nombre d'enjeux, surtout sur l'intégration dans les réseaux, puisque on a forcément plusieurs difficultés à gérer, par rapport à une énergie fixe, évidemment là avec une énergie photovoltaïque qui va dépendre de la météo, eh bien, on va avoir une variabilité et une prévisibilité limitée, non pilotable.
Donc ça, c'est un gros point par rapport à cette intégration réseau qui n'a pas été conçu au départ pour intégrer de façon massive ces moyens de production décentralisés. Alors, il faut toujours pouvoir gérer l'équilibre entre production et consommation au niveau local. Bon, on l'a très bien vu d'ailleurs dans la crise que nous venons de vivre, où on avait effectivement une météo très favorable, une consommation en baisse, et donc une notion d'équilibre à gérer entre ces différentes entrées et sorties, et qu'il faut toujours assurer au niveau du réseau global. Bien sûr, des besoins d'investissement élevés et puis une sécurité réseau importante, surtout quand on parle de digitalisation. Et dans un cadre réglementaire, bien sûr, en évolution. Alors, on peut agir sur différents domaines, à la fois agir sur la demande, typiquement la gestion de recharge de véhicules électriques, que l'on peut gérer, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, agir évidemment sur l'offre, en travaillant avec les différents acteurs au niveau national, voire international. Et puis, un troisième aspect est le stockage, qui est un élément important et dont aussi les coûts, notamment des batteries, diminuent et qui offre des possibilités aussi de nouveaux modèles économiques à intégrer. Et donc, pour prendre en compte tous ces leviers et optimiser le système énergétique multivecteur, puisqu'on parle aussi d'usage de réseaux de chaleur, on a le besoin d'un pilotage optimisé de ces flexibilités qui sont nécessaires pour cette intégration massive des énergies renouvelables. Alors, après cette présentation de contexte, je voulais vous présenter quelques exemples d'intégration qui ont été réalisés avec un certain nombre de partenaires du CEA. Et typiquement, je vais vous faire voyager loin d'Amiens. On va se retrouver en Corse où on est sur une île et donc avec un mix énergétique fortement carboné. Mais un territoire relativement resserré où le véhicule électrique en termes de distance pourrait faire sens. Mais évidemment, si on recharge le véhicule avec un mix énergétique carboné, on perd évidemment l'avantage de l'électrique. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser des énergies renouvelables pour recharger ces véhicules électriques. Alors, il faut savoir qu'effectivement, la surface d'une place de parking équipée de panneaux photovoltaïques produit une énergie suffisante pour parcourir 15 000 km par an, donc soit l'équivalent d'un parcours annuel d'un véhicule particulier. Cependant, sans gestion intelligente, une ombrière solaire photovoltaïque ne permet de fournir que 40% de l'énergie nécessaire à un véhicule électrique. Donc il faut absolument augmenter ce taux, et donc nous avons travaillé avec la société Driveco pour réaliser une gestion optimisée des périodes de recharge et pour augmenter fortement ce taux d'autoproduction et diminuer la consommation, bien sûr, d'énergie électrique venant d'autres sources, notamment carbonées, sur le réseau. Donc, vous voyez ici le résultat de ces travaux qui ont été menés pendant plusieurs années avec en objectif l'optimisation de la recharge du véhicule avec cette énergie photovoltaïque. Et puis l'innovation aussi où le réseau électrique sert pour le transit entre deux stations, donc pour vraiment travailler au niveau d'un territoire et optimiser le taux d'autoproduction effectivement par une gestion pilotée de la recharge au niveau de l'ombrière. Et bien sûr, on en parlait tout à l'heure, l'intégration de prévision de production, puisque on peut coupler l'analyse de la météo et donc du productible sur la planification de la recharge du véhicule électrique. Donc, ce projet a été réalisé en partenariat avec Driveco, qui est une filiale de Corsica-Sol, exploitant et producteur d'énergie solaire en Corse, et dont la mission est de concevoir, développer des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques. Donc, nous avons mené divers projets de R&D depuis 2014, à la fois sur le design global du parasol, design électronique, et sur le logiciel d'optimisation de la charge photovoltaïque. Donc, l'objectif, on était de passer de 40% à 80%, et objectif qui a été atteint pour l'utilisation d'énergie solaire.
Donc, 2 installations ont été réalisées, à la fois à Ajaccio et Bastia, et sont en opération. Dans le cadre de ces travaux, à l'issue de ces travaux, nous avons réalisé le transfert de la technologie, l'accompagnement de DriveEco et des logiciels qui maintenant en réalisent le déploiement commercial. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, j'ai laissé les coordonnées du président de DriveEco pour information. Donc un autre exemple, qui lui a été réalisé il y a plusieurs années au niveau de notre site, que vous voyez représenté sur la partie en bas à gauche, où on peut avoir un micro-réseau qui comprend à la fois des zones de stockage, un système photovoltaïque, une zone de rechargement électrique, une charge contrôlable, et puis couplé aussi avec des maisons expérimentales. Et donc, dans le cadre de ce projet Ambassadeur, qui est un projet européen FP7, qui a été réalisé avec Schneider, nous avons pu faire émerger de nouvelles solutions techniques, algorithmes d'exploitation optimisés, de la flexibilité notamment, et puis mettre en avant le rôle clé de la gouvernance du quartier. Et donc, une solution a été développée pour gérer l'intérieur du micro-réseau, avec les interfaces entre les besoins d'énergie des différents bâtiments, les capacités de production de stockage, et puis à l'extérieur, les liens avec les fournisseurs d'énergie en fonction des tarifs, puisqu'on parle bien sûr de business model aussi associés, donc des tarifs d'achat et de revente disponibles. Donc, il s'agit d'un système d'informatique décisionnelle très évolué qui allie à la fois les big data et l'intelligence artificielle. Et puis, issu de ce projet, on a aussi pu voir l'émergence d'un autre projet sur Grenoble qui s'appelle le Learning Grid by Grenoble, qui va encore plus loin puisqu'il combine à la fois l'énergie électrique et le réseau de chaleur, une alimentation en gaz, et donc aussi fait intervenir l'Internet des objets. Donc, on voit qu'effectivement, l'arrivée des nouvelles technologies permet de travailler sur l'autoconsommation de l'énergie photovoltaïque à l'échelle d'un site complet, et puis effectivement travailler sur les modèles d'affaires. Donc, on a fait un petit tour effectivement à la fois sur l'intégration du véhicule électrique sur le territoire, le travail sur les quartiers. Et si on se positionne maintenant au niveau de l'habitat, on a vu que c'était un fort enjeu tout à l'heure dans l'introduction. Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Quom-EPOS, conception et construction optimisée de maisons énergie positive ADEME, nous avons réalisé un certain nombre de développements, puisque depuis 2013, ce projet teste l'impact énergétique et l'empreinte carbone de différents types de maisons à énergie positive qui sont occupées par le propriétaire. Et là, c'est vraiment une interface très intéressante avec les utilisateurs. On parlait des modèles d'usage tout à l'heure. Ce projet met en œuvre différents modes de construction, des zones climatiques très différentes, parce que les maisons sont réparties sur l'ensemble de la France, avec des modes de vie des habitants très différents et des innovations industrielles, puisqu'on a un certain nombre de partenaires associés. Qui sont analysés et qui font l'objet d'un suivi régulier avec des grands outils de diagnostic qui ont été mis en place. Donc, soutenu par l'ADEME, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, ce projet a permis d'associer un certain nombre d'acteurs autour d'un objectif commun, c'est-à-dire réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un gros consommateur d'énergie en France. Donc, on retrouve différentes typologies d'acteurs, et là, je m'appuie aussi sur ce qu'a dit Émilie, c'est qu'effectivement, il est nécessaire, si on veut ces innovations et les intégrer au mieux au niveau du territoire, de mettre autour de la table, et le projet Quom-EPOS en est bien l'illustration, les différents acteurs. Donc ici, nous avons pu associer différents constructeurs, les organismes de recherche, CEA, CNRS, CSTB, Mines ParisTech, et des industriels, Atlantique, Delta d'Or, Saint-Gobain, Velux, Vesta System et Vicar, autour de ce projet en lien avec un bureau d'études pour pouvoir réaliser effectivement ces maisons. Donc, au niveau des résultats et de l'installation, donc le projet se terminera fin de cette année, mais nous avons déjà pu compiler un certain nombre
retour, notamment sur ces maisons à énergie positive. Et on voit que effectivement, on peut avoir une nette amélioration du confort par l'intégration de ventilation naturelle couplée avec une détection de CO2, donc un pilotage intelligent de la ventilation par ce biais, travailler sur l'autonomie énergétique avec bien sûr un travail dès la conception, l'intégration de cette autonomie et puis aussi de moyens de stockage, et puis une réduction de l'empreinte carbone. Typiquement, IGC a mis en place un approvisionnement de matériaux en circuit court, puisqu'effectivement on adresse l'ensemble du cycle de vie de la maison, de la construction jusqu'à son utilisation, et donc travailler aussi avec des matériaux issus des centres de distribution situés à proximité du chantier font bien sûr tout à fait sens. Donc vous pouvez trouver aussi plus d'informations sur ce projet sur le lien qui est indiqué sur ce slide. Donc si maintenant on adresse le sujet aussi de l'industrie, on a vu une évolution claire des différents types d'industrie. Où on est passé d'une étape de mécanisation qu'on appelait industrie 1.0, puis ensuite passage à une production de masse, enfin l'arrivée de l'industrie 3.0 avec des notions d'automatisation, arrivée évidemment des ordinateurs pour piloter les différents équipements et de l'électronique, pour passer à une industrie 4.0 qui est sur le travail sur les systèmes cyberphysiques, l'arrivée de l'Internet des objets, le travail des réseaux, les arrivées des ERP. Et puis, voilà, la vision maintenant, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'industrie 5.0, donc qui, elle, est multi-énergie, avec cette réflexion de l'intégration à la fois de la consommation nécessaire pour la réalisation de la fabrication, avec une production en local ou tout du moins au niveau d'un quartier, par exemple, pour pouvoir effectivement travailler sur ces aspects, sans oublier l'aspect évidemment recyclage, travaux sur le recyclage de l'eau et aussi le fait de pouvoir soit biosourcer, soit utiliser des matériaux recyclés aussi à l'intérieur de la fabrication. Donc là encore, il faut pouvoir travailler sur des solutions techniques de fourniture d'énergie, travailler sur des réseaux plus ou moins localisés, et puis bien sûr pouvoir modéliser les systèmes énergétiques. Donc, évidemment, pour prévoir, équilibrer, rendre flexible, il faut pouvoir bien modéliser les différentes briques des systèmes et donc aussi avoir une compétence de caractérisation de ces différents éléments. Et donc ça, c'est aussi un point très important. Et puis, travailler sur l'ensemble des procédés. Typiquement, l'arrivée de la fabrication additive est aussi une des opportunités que l'on peut voir en lien aussi avec ces travaux sur les systèmes énergétiques. Donc après ce panorama, je voulais juste vous faire un petit point effectivement sur le CEA-Liten, donc centre de recherche dont l'ambition est vraiment de travailler avec vous pour diminuer des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, mais aussi limiter les pertes énergétiques. On a parlé production, on a parlé stockage, on a parlé réseau, mais il y a aussi un aspect de conversion. Donc, je travaille sur notamment l'électronique de puissance qui est important pour limiter les pertes énergétiques. Et bien sûr, tout cela ancré dans une démarche d'analyse de cycle de vie. Donc, effectivement, tout au long de la création de la valeur, bien travailler sur tous ces aspects. Et évidemment, le travailler pas que pour le plaisir de la science, mais dans un objectif de transfert vers l'industrie et puis le monde économique, donc toujours avec en tête le modèle d'affaires associé, puisque c'est dans la mission du CEA, effectivement, d'améliorer ici la compétitivité économique. Donc, nos axes stratégiques de recherche vont vraiment s'appuyer sur 3 piliers. Bien sûr, la production d'énergie décarbonée, donc travailler sur l'énergie renouvelable décentralisée avec la production massive d'électricité. On a parlé bien sûr du photovoltaïque et intégrer aussi dans des niches très spécifiques où effectivement à l'échelle aussi d'un bâtiment par exemple, comme le BIPV.
Donc effectivement, après cette production, eh bien, il faut pouvoir piloter ces réseaux. Je vous ai donné quelques exemples autour de ces réseaux intelligents en smart green, avec le pilotage de la demande et donc des nécessités, hein, on en parlait, de flexibilité. La flexibilité va passer par le stockage. Donc, travaillons sur les aspects stockage électrochimique et thermique, évidemment sur le vecteur hydrogène, et puis sur les connexions entre les réseaux. Enfin, il faut aussi diminuer, et c'est très vrai pour l'industrie, le bilan énergétique global et donc travailler tout au cours de la vie d'un produit et aussi dans les usages sur les économies d'énergie. Travailler sur la sobriété de matière et fabrication additive peut accompagner typiquement cet axe-là et diminuer au global l'empreinte environnementale avec des travaux effectivement à la fois sur le recyclage. Je vous ai parlé justement de ces nouvelles technologies, que ce soit batterie, photovoltaïque, eh bien, il faut aussi adresser les filières de recyclage de ces systèmes au global. Donc pour cela, Émile l'a très bien expliqué, nous appuyons sur différentes plateformes. Donc au-delà des expertises de nos 4500 chercheurs, nous avons aussi des moyens qui sont mis à disposition des industriels dans le cadre des projets sur lesquels nous travaillons. Alors, vous voyez sur ce slide les deux sites principaux, je dirais. Donc à la fois le site de l'INES placé au Bourget du Lac, donc, où les travaux sont menés à la fois sur le développement de nouvelles cellules photovoltaïques, de modules spécifiques, mais aussi des travaux sur les réseaux et le bâtiment. Et puis, sur la photo en bas à droite, vous voyez tous les travaux plutôt axés sur le stockage et l'efficacité énergétique sur le site de Grenoble, avec évidemment là aussi des moyens à la fois sur la partie hydrogène, les batteries, la fabrication additive et puis les piles à combustible. Je tiens à noter que, comme expliquait Émilie, nous avons aussi beaucoup de possibilités de travailler avec vous en région avec des moyens dédiés. Donc, nous travaillons en réseau et c'est l'intérêt de pouvoir aussi solliciter des moyens propres en région. Typiquement, nous avons des sujets autour du bâtiment avec l'antenne de Toulouse et d'autres sujets dans les différentes antennes. Donc Émilie l'expliquait très bien avec le pôle Energaia. Nous avons bien sûr de beaux enjeux, de nombreuses opportunités de collaboration, mais ça peut se faire que si effectivement on peut travailler en réseau et travailler en écosystème avec les différents acteurs, que ce soit des fabricants, les bureaux d'études, achat et construction, les acteurs de la distribution, les opérateurs énergétiques, les opérateurs de réseau, bien sûr la recherche académique et un point important pour l'arrivée de ces technologies, c'est aussi la formation. Typiquement, nous, ici sur le Bourget du Lac, nous avons un centre de formation dédié qui est Ines Formation. Donc, vous pouvez solliciter pour connaître ces nouvelles technologies. Bien sûr, avec les territoires et pôles de compétitivité, et puis la participation aujourd'hui en est vraiment un exemple, et forcément avec des startups qui vont aussi pouvoir se positionner et on l'espère croître et devenir des acteurs importants pour demain. Typiquement, nous avons une start-up issue du département de technologie du solaire qui s'appelle Steadison et qui travaille sur la prévision du combustible sur le photovoltaïque. C'est un des nombreux exemples de start-up avec lesquels nous travaillons. Donc voilà, je voulais terminer sur ce sujet-là, et donc nous aurons beaux enjeux pour effectivement satisfaire les objectifs de la PPE, des possibilités de travaux en collaboration au niveau national. Et je suis bien sûr ouverte, ainsi qu'Émile, à vos questions avant de laisser passer la main à G-Light. Donc G-Light est une société qui développe et qui va commercialiser des nouvelles technologies pour le photovoltaïque qu'on appelle DSSC, donc qui est Dye Sensitized Solar Cell. Vous le connaissez peut-être sous le nom de cellule à colorant en français ou cellule de Grätzel. Les cellules à colorant, c'est une technologie photovoltaïque dite à film mince. Elles ont été découvertes par le professeur Grätzel à l'EPFL en 1988, donc ça date un peu.
Et il y a une équipe au LRCS à Amiens qui a commencé à travailler sur les mécanismes qui influaient sur la stabilité de ces cellules dès 2010, donc qui a été menée par Frédéric Sauvage et rejoint après par Albert Nguyen Vannier du LG2A. Tout ça après quelques programmes de recherche et notamment une grosse phase de maturation qui a été financée par la SAT-Nord entre 2017 et 2019, a abouti à la création de la société en décembre 2009. Et donc aujourd'hui, on a un effectif de 8 personnes et un budget sur 24 mois de 1,6 million d'euros. On a également été lauréat du concours ILAB en 2019. Donc les cellules à colorants, je rentrerai un tout petit peu dans la technique après, mais si vous avez des questions plus précises, j'y répondrai aussi. Elles ont deux principaux segments d'application. Donc il y a l'outdoor et l'indoor. En outdoor, elles ont beaucoup d'avantages, notamment qu'elles fonctionnent quelle que soit l'intensité lumineuse. Donc elles peuvent être exposées au soleil ou pas exposées au soleil, elles fonctionnent tout aussi bien. D'un point de vue esthétique, elles sont semi-transparentes et de couleur. Madame Véran en parlait avant, elles sont également bifaciales, c'est-à-dire qu'elles ont couverture d'électricité des deux faces, et ça, c'est dans la structure. Au niveau environnemental, un des grands avantages des cellules à colorants, c'est qu'elles sont peu polluantes, donc on ne va pas utiliser de matériaux stratégiques, on n'utilise pas de procédés industriels polluants non plus. Mais par contre, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles manquent de stabilité, un peu comme toutes les technologies de photovoltaïque à film mince. Et justement, c'est là que la première innovation G-Light va entrer en jeu. Aujourd'hui, la durée de vie est d'environ 5 à 7 ans. Donc, les principales applications sur l'outdoor sont le BIPV, donc on l'a mentionné dans la présentation avant, le mobilier urbain et l'agrophotovoltaïque. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'applications de cellules à colorants. Sur la partie indoor, les cellules à colorants ont présenté des rendements qui sont très très élevés. Donc on a des rendements de conversion qui sont supérieurs à 30% en lumière artificielle. C'est dû à différentes propriétés des cellules à colorants, notamment qu'on peut adapter les spectres d'absorption au spectre d'émission des lumières artificielles, et elles sont particulièrement efficaces à des intensités lumineuses entre 100 et 500 lux. Donc typiquement, c'est une LED, un néon, etc. Un autre avantage, c'est qu'on va sortir un voltage élevé et ça va permettre de faire fonctionner tout ce qui est autour des capteurs IoT, donc l'Internet des objets. Donc là, je vous ai mis deux types d'applications. Donc il y a les IoT. Madame Véran les a également cités auparavant. L'intérêt des cellules à colorants là-dedans, c'est bien sûr l'efficacité énergétique. Le prix bas, parce qu'on est vraiment sur des technologies low-tech pour la fabrication, et la non-toxicité. Et là, je le mets en regard d'autres technologies qui existent pour les IoT et en intérieur, qui sont notamment les perovskites ou bien toutes les cellules qui sont à base de gallium. Sur l'électronique nomade, pourquoi je fais la différence entre les deux? Parce que sur les IoT, on n'aura pas de batterie, et sur l'électronique nomade, les cellules à colorants vont permettre de recharger les batteries. Donc ça, ce sont les applications qui existent déjà, avec notamment Apple, Sony, Samsung ou d'autres qui sont en train de sortir des produits basés sur cette technologie. En termes de marché, ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est principalement l'électronique qui se développe. Et pourquoi ça se développe autant? Parce que d'une part, par leur efficacité et également le coût des cellules à colorants, mais également parce que la durée de vie actuelle, c'est-à-dire la stabilité de ces cellules, suffit largement pour tout ce qui est électronique, mais par contre ne suffit pas encore pour tout ce qui est agrophotovoltaïque et BIPV. Et justement, c'est là qu'on va intervenir dans un premier temps. Si on reprend très brièvement et très schématiquement, il y a plein d'autres choses qui rentrent dans une cellule à colorant, mais là je vous ai mis les grands éléments. Donc une cellule à colorant, ça va être un sandwich entre deux plaques rigides. Donc là j'ai mis du verre parce que nous on travaille avec du verre au laboratoire. Un oxyde conducteur
qu'on va imprimer sur chaque face. Une des faces, donc vous le voyez en bas, vous voyez moi, une des faces va être imprégnée avec un ou plusieurs colorants, ce qui va donner la couleur de la cellule à colorant. Et entre les deux, il y a une solution d'électrolyte qui va réaliser le transfert de charge, donc qui va assurer, ça va être un peu le moteur de la cellule. Et l'innovation principale de chez Light, c'est cette solution d'électrolyte. Donc bien sûr, cette solution d'électrolyte, on l'a testée par rapport à ce qui se faisait sur le marché. Donc vous pouvez voir tout en haut, ici, en rose, la stabilité d'une solution G-Light. Donc on a plusieurs solutions, une pour chaque application et une pour chaque colorant. C'est aussi un de nos facteurs différenciants par rapport à la concurrence. Et vous voyez qu'on est nettement plus stable que les solutions concurrentes. Les objectifs de la société, on a deux gros objectifs. Le premier, c'est la commercialisation d'ici fin 2020 de notre innovation principale, c'est-à-dire la solution d'électrolyte. Donc, on va la commercialiser dans un premier temps pour deux colorants qui sont utilisés par les industriels, donc les deux principaux colorants industriels, et à destination des fabricants de ces modules, qui sont notamment Exeger et Douglas, Dongfeng Chemicals et d'autres, et les laboratoires de recherche et développement. Donc, je vous ai mis juste en dessous ce qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir que ça, les deux activités sont assez proches sur les deux objectifs. Donc, pendant les premières années, on s'est principalement focalisé sur la mise au point des solutions d'électrolyte, ce qu'on appelle des dot cells, donc à gauche. C'est les petites cellules de laboratoire. Et aujourd'hui, la partie développement que l'on fait, la partie mise au point, se fait sur des modules. Donc là, ce sont des modules qu'on fabrique nous pour valider justement qu'au niveau industriel, on conserve les avantages qu'on avait observés sur les petites cellules. Ensuite, un deuxième objectif, c'est le développement de modules photovoltaïques propres à G-Light. Et là, l'ambition, c'est d'arriver à un démonstrateur courant 2021. Donc, au début du projet, c'était mi-2021. Là, je pense que vu les circonstances et les retards qu'on a un peu accumulés, ce sera plutôt fin 2021. Donc, on va intégrer dans ces cellules différentes innovations, et notamment nos électrolytes, bien sûr, mais également, on va travailler sur du verre souple et un procédé de scellage innovant par laser qui va nous permettre d'améliorer la stabilité de l'ensemble de la cellule. Donc, si je résume tout ça, donc vous voyez que G-Light est divisé en deux business units. Donc, la business unit que vous voyez en haut, c'est le développement, le lancement et la commercialisation des solutions d'électrolyte, où on a un business model qui est très bien établi et puis des relations avec les principaux acteurs du marché. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici. Et la deuxième partie qui sert la première, mais qui va un peu plus loin à partir de 2021, c'est le développement de nos propres modules. Et c'est ici que nous avons nos principaux besoins, notamment pour le développement des applications. Donc, nos besoins pour cette année et l'année prochaine, c'est principalement de trouver des partenaires pour développer des applications, que ce soit dans le BIPV, dans le mobilier urbain, et bien sûr les IoT, les serres de culture, et d'autres si vous en avez en tête. Et à partir de mi-2021, une fois que le démonstrateur sera en place et que la POC sera faite, nous rechercherons à nous refinancer pour développer le lancement industriel de ces modules. Merci Franck pour cette présentation. Et donc effectivement, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à lever la main via l'application ou à poser votre question par écrit dans la conversation.
Alors, j'ai vu nous avons effectivement une question. Donc, pourrons-nous avoir un lien vers les différents supports de présentation? Bah oui, on va demander à Emeline, à Franck, s'ils souhaitent divulguer cette présentation à tous les participants. Et dans ces cas-là, bah, nous l'enverrons comme nous vous avons envoyé le lien de connexion. Il n'y a pas de souci, on pourra vous les communiquer. Je vais clore donc ce webinaire. Je remercie déjà tous les participants de s'être connectés. Donc je remercie pour ce premier webinaire du cluster Energaia qui a pour le coup bien fonctionné. J'ajoute, si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, ou même travailler en collaboration avec le cluster Energaia, avec le CEA Tech, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je peux revenir vers vous aussi si vous avez des questions, si vous souhaitez travailler de manière collaborative et notamment intégrer un groupe de travail au sein de notre cluster. Merci à tous également d'avoir eu l'opportunité de vous présenter le CEA et encore une fois, on reste à votre disposition avec Emmanuel si vous avez des questions, comme l'a dit Émilie. Et très intéressant en tous les cas d'avoir fait cette présentation devant vous tous.